Ce n'était pas prévu, mais je reviens vers vous, car nous n'avons pas atteint notre objectif qui est, je vous le rappelle, de trouver 48 000 € avant le 10 juillet, date coup près. TV Liberté est la première chaîne alternative de France. TV Liberté, c'est une communauté indépendante, libre. C'est un môle de résistance. Avec TV Liberté, plus personne n'est seul. Vous n'êtes pas seul. Alors, avant cette date du 10 juillet, aidez-nous. Faites un don maintenant. Aidez-nous pour que jamais, même pour des raisons bassement financières, nous n'ayons à mettre un genou à terre. Jamais. Vous avez les clés de TV Liberté. Je compte. Nous comptons sur vous. Mon invité aujourd'hui est le prince Charles-Emmanuel de Bourbon, prince de Parme. Bonjour, prince Charles-Emmanuel de Bourbon. Bonjour, merci de me recevoir. Est-ce que vous savez que les téléspectateurs vous connaissent, puisqu'ils vous retrouvent régulièrement dans une émission de débat qui s'appelle Tête à Clash avec Franck Tanguy? C'est pour ça que j'ai trouvé mon chemin facilement. Voilà, régulièrement sur TV Liberté. Mais vous n'êtes pas invité pour débattre aujourd'hui, mais pour parler à la fois de vos points de vue et on va aller au-delà de cela. Pour l'instant, vous avez fait il y a quelques jours une vidéo assez solennelle dans laquelle vous avez dénoncé l'impréparation du gouvernement dans la crise sanitaire, mais surtout l'absence de stratégie face à la crise économique. Sur la situation sanitaire, vous parlez véritablement de fiasco sanitaire et humanitaire. Je crois que tout le monde s'en est rendu compte tout seul. Au départ, les masques servaient à rien. Aujourd'hui, si vous n'en mettez pas un dans les transports en commun, vous avez quasiment une amende. Et puis, sans parler du grand n'importe quoi qu'on nous a infligé avec les annonces au début de cette affaire du coronavirus. Mais on peut aller plus loin dans la démonstration. D'abord, la gestion de ce qui s'est passé en Chine. Alors, certains diront que les Chinois ont fait ça d'une façon absolument admirable. Moi, je dirais que non seulement ils ont tardé à nous en parler, ils l'ont caché pendant un certain temps, mais ça, c'est un régime totalitaire, ça ne me surprend pas. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'ils en ont parlé dès le mois de décembre, là-bas. Et puis, c'est arrivé en France au mois de mars. Et qu'avons-nous fait entre ce temps-là pour nous préparer? Rien. Nous étions les derniers à interdire les vols avec Yuan. Nous étions les derniers à ne pas distribuer des visas pour la Chine. Alors peut-être qu'à Yuan, il y a des entreprises françaises qui ont leurs usines là-bas et il fallait continuer à travailler. Alors ça, je laisserai à chacun vérifier quelles sont les usines françaises qui sont là-bas. Mais l'impréparation, bien que les Chinois nous avaient prévenus 2 mois à l'avance, j'ai trouvé ça vraiment dommage. On a jeté ça par la fenêtre. Alors on peut continuer un petit peu. Alors l'histoire des masques, qui est assez extraordinaire. Cette usine en Bretagne qui a été fermée il y a quelques années à cause de faillite, parce que suite au H5N1, je crois, où Madame Bachelot avait été largement décriée et réhabilitée depuis, l'État commandait un certain nombre de masques chaque année, tant pour la médecine que pour la population. Et puis après le H5N1, ils se sont dit finalement ça ne sert pas à grand chose, tout ça, parce que le H5N1, on a maîtrisé la chose, donc on va se débarrasser de cette usine. Ce qui a été fait, elle a été vendue, démantelée. Alors je laisserai à chacun de nouveau, je vais vous faire travailler un petit peu tous, voir qui était le ministre du budget à l'époque, qui a fait fermer l'usine. Vous reconnaîtrez le nom facilement. Ça, c'est les 2 premières choses importantes qui ont mené au fiasco que nous avons connu en France, à mon avis. Mais il y a des choses aussi qui m'ont largement irrité, et c'est pour ça que j'ai peut-être fait cette annonce. C'était le jeudi 9, nous étions pendant la Semaine Sainte, et à ce moment-là, quand on regarde
dernièrement, la sécurité sociale, qui a un déficit abyssal depuis maintenant plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années, et qui est quasiment impossible à boucher pour différentes raisons, mais c'est pas le débat d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui m'a dérangé, c'est que les médicaments, il fallait faire des économies sur les médicaments. Alors on a dû demander à quelqu'un dans un très joli bureau au point de la sécurité sociale de comment faire. Alors il a commencé par faire, j'imagine, des réductions sur les médicaments génériques. Les molécules des laboratoires étaient tombées dans le domaine public, donc on allait faire des médicaments génériques. Pourquoi pas, on économise de l'argent, c'est très bien pour la sécurité sociale. Et puis on a voulu aller plus loin. Alors on s'est dit, finalement les médicaments c'est difficile à faire, et puis on va économiser encore quelques euros par boîte, donc on va les faire fabriquer, on va donner ces molécules, le brevet des molécules à des entreprises ou les passer à des entreprises chinoises ou indiennes qui, elles, vont faire les médicaments pour nous, ça va nous coûter beaucoup moins cher. Alors c'est vrai qu'on a fait des économies de quelques centimes par pilule ou quelques euros par boîte de médicaments, mais quand on regarde dans le long terme, et c'est généralement ce qui manque le plus dans notre pays aujourd'hui, c'est des visions à long terme. Quand on regarde à long terme, le fait de faire ça, eh bien, ça a fermé les usines qui, en France, fabriquaient ces médicaments. Alors peut-être que ça coûtait un petit peu plus cher de le faire en France. D'abord, c'était de la main-d'œuvre française, c'était sur notre territoire. Et puis peut-être que ces laboratoires qui fabriquaient ces médicaments en France gardaient une certaine part, un pourcentage de la valeur de vente de ces médicaments pour la recherche. Donc, en fermant ces usines, en limogeant les ouvriers qui travaillaient dedans et en remerciant les chercheurs qui étaient là, eh bien, on s'est privé d'abord d'une certaine indépendance sur la santé, et ensuite d'une petite part, quelques centimes, quelques euros par boîte de médicaments qui allaient à la recherche. Et moi, je trouve ça tout à fait irresponsable. Alors, dans cette vidéo, toujours, vous dites en fait qu'il y a une crise économique évidente et qui va toucher la France de plein fouet dans les semaines et les mois à venir, mais que finalement, même si elle est importante, elle n'est que révélatrice d'une crise beaucoup plus profonde que vous faites remonter à plus de 40 ans, une crise économique qui touche la France depuis plus de 40 ans. Alors, oui, alors ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire avec les médicaments il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune vision à long terme. Alors, je disais tout à l'heure qu'un pays doit être indépendant pour pouvoir soigner sa population. J'estime aussi qu'un pays doit être indépendant pour nourrir sa population, et j'estime qu'un pays doit être indépendant pour défendre sa population. Je pense qu'aujourd'hui, la France est incapable de faire les trois. Donc, il y a vraiment du travail à faire. Il faut rétablir les choses. Alors, alors, vous prenez le biais de l'économie et du travail et de l'industrie, c'est sûr. Il faut ramener chez nous une industrie qui est, je dirais, primordiale au bien-être et au bien de notre pays. Alors, on pourrait parler de l'armement, évidemment. Alors, vous allez nous dire, oui, mais on fabrique des avions de chasse, on fabrique des porte-avions, on fabrique tout un tas de choses. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces tanks, ces chars, ces avions ont des composants électroniques qui, eux, sont fabriqués en Chine. Alors, ça me dérange un petit peu, ça. Il y a des petites choses comme ça qui me dérangent. Alors, aujourd'hui, l'État aussi... Alors, je ne sais pas s'il faut que je parle par rapport aux 40 dernières années ou par rapport au Covid-19 récemment, comme vous voulez, par rapport aux 40 le problème années. économique qu'on nous allons avoir dans les jours qui viennent. Les deux sont liés. Alors, on va prendre le problème Renault. Voilà une entreprise française de longue date. Renault ne fabrique plus de voitures. Il faut bien qu'on se mette ça dans la tête. Renault assemble des composants et au bout de la chaîne, il y a une voiture qui sort. Renault a des bureaux d'études, et c'est très bien, ils dessinent des pièces, ils mettent en place les choses, mais ce ne sont que des sous-traitants qui fabriquent tous ces éléments, qui sont livrés sans faire le moins de stockage possible, parce que le stockage coûte cher en France. Vous savez que vous êtes taxé sur votre stock. Donc il ne faut pas de stockage. Ça aussi, c'est encore... Pourquoi taxer le stock? C'est un autre problème. Et
Et par conséquent, les components qui vont faire votre voiture, votre Renault, viennent du monde entier et viennent de sous-traitants en France et Renault les assemble. Là aussi, nous sommes assujettis à ce qui se passe dans d'autres pays, sur d'autres continents, et je trouve ça dommage. Donc en fait, l'idée que sous-tend votre discours, c'est qu'il faut relocaliser et il faut retrouver une indépendance économique, donc une autonomie industrielle. Oui, je pense que faire une petite économie d'échelle en allant faire fabriquer tout et n'importe quoi à l'autre bout du monde, alors les écologistes vous diront oui, ça coûte cher en CO2 pour transporter tout ça, et je peux aller dans leur sens. Mais je trouve ça une ânerie. D'ailleurs, ça fait quelques années, on y revient un peu. Je vois pas mal d'entreprises qui réalisent que des produits qui viennent de pays lointains ne sont pas tous fiables et qu'il faut beaucoup les vérifier avant de les utiliser. Et souvent, ça coûte sur les produits qui ne sont pas fiables, le trajet et le temps. Finalement, ils ne s'y retrouvent pas complètement et beaucoup reviennent en France. Certains modes de textile, par exemple, est revenu en France, ce qui est encourageant. Alors, dans le constat que vous faites, et vous le faites comme membre de la famille de Bourbon, on reviendra à ça, mais c'est un peu cela que vous dites, c'est ce regard-là que vous portez sur la France, pour lequel vous avez un attachement particulier, et une histoire particulière. Vous dites, à cela s'ajoute une crise de l'identité. Une crise de l'identité. C'est quoi pour vous une crise de l'identité? Comment vous la définissez? Par quoi vous la définissez? Alors, on va très vite dans le débat. Mais merci. Merci, oui. Voilà. L'horloge tourne. Vous avez 5 fois plus que sur France Info, pour information. Merci beaucoup. Oui. Et des questions beaucoup plus agréables, normalement. Merci. Alors, l'identité. On va finir un tout petit peu avec les entreprises. Je trouve que l'État qui va distribuer des sommes colossales à certaines entreprises, il faut que l'État comprenne bien que ce n'est pas l'État qui fait le marché, mais c'est le client qui fait le marché. Et aujourd'hui, en sortant de cette tragédie du coronavirus, je pense que les gens et la crise économique qui arrive, les gens vont faire très attention. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, bien qu'il y ait des subventions pour acheter des voitures, qui vont se précipiter pour acheter des voitures. J'aurais préféré qu'on donne, au lieu de donner des subventions aux entreprises, j'aurais préféré qu'on baisse les charges des entreprises, ce qui aurait fait des produits moins chers à la vente, donc plus de clients, et donc une reprise peut-être un petit peu plus aisée pour ces gens-là. Voilà, ça c'était Revenons à la crise de l'identité, à moins que vous ne vouliez pas parler des questions d'identité. La crise de l'identité, moi parlez de moi un petit peu. Je dirais que j'aime la France, je me sens profondément français. Pourtant, les Bourbons-Parme sont d'origine italienne. Non. Nous sommes Bourbons avant tout. Et le nom de Bourbon, c'est une famille française. Le duché de Parme, c'est une alliance. Nous avons la duchesse de Parme. Et donc qui a ramené aussi son duché au sein, et les Bourbons-Parme étaient à Lucques pendant longtemps, en Italie. Mais avant, on a rajouté le prince de Parme au nom de Bourbon pour que ce soit un petit peu plus facile pour tout le monde de s'y retrouver. D'ailleurs, vous avez des Bourbons-Sicile, vous avez des Bourbons-Busset, vous avez des Bourbons-Borbon, et vous avez, il y en a plusieurs. Heureusement que certaines familles ont rajouté un petit peu derrière leur nom des repères pour qu'on puisse s'y retrouver. Alors, vous l'êtes. Je dirais que la famille Bourbon, depuis plus de 1000 ans maintenant, a toujours été présente pour construire et défendre la France. Il y a 250 ans, notre famille a vécu la Révolution française avec toutes ses horreurs de plein fouet. Je dirais qu'à l'issue de tout ça, ma famille a été... on nous a imposé l'exil. Malgré tout ça, nous étions encore là pour la France, mes deux grands-pères pendant la guerre 14-18, l'un de mes grands-pères et mon père pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'avais encore un cousin Bourbon, Parme, celui-ci, qui était en Afghanistan. Il faut savoir que ma génération est la première génération des Bourbons
au sens large, qui a été appelé sous les drapeaux en France. Avant ça, on ne voulait pas de nous. Alors, on agissait volontairement, souvent avec d'autres noms. Dans le cas de mon père, c'était Michel Bourdon. Alors, c'était un petit détail amusant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre famille, les Bourbons, ont toujours été là quand la France avait besoin d'elle. Jusqu'à encore récemment, comme je disais, en Afghanistan. Mais elle est là, ça fait partie de nos gènes. Un jour, un journaliste m'a demandé, mais qu'est-ce que ça fait d'être un Bourbon en France ? Et je lui ai répondu, écoutez, si j'avais un petit peu d'intelligence, je n'habiterais pas en France, parce que je suis extrêmement bien reçu en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Espagne, au Portugal, aux États-Unis et partout. Et souvent, le nom de Bourbon en France, alors je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais souvent, le nom de Bourbon en France, c'est souvent difficile à porter. Et pourtant, vous vous dites que quand on voit le discrédit de la classe politique en France aujourd'hui, qui est un discrédit quand même important et presque général, est-ce que vous n'êtes pas tenté de vous dire que, comme la République elle est à bout, c'est enfin l'heure de la monarchie, c'est l'instant monarchique? Alors, on va dans un domaine intéressant, mais on va y aller, on y va. Allons-y. Un Bourbon aime la France, je vous réponds, et donc un Bourbon pour la France. Je dis qu'aujourd'hui en France, dans nos ministres, enfin à la tête de l'État, on aura des technocrates qui sont aux commandes de notre pays. Et la technocratie, en fait, c'est l'administration des choses. Moi, j'ai envie de dire, les Français ne sont pas des choses. Il faudrait mettre un petit peu d'humanité là-dedans et ne pas tout mettre dans des ordinateurs qui vont sortir des algorithmes pour nous dire ce que nous devons faire, pour dire que la mondialisation, c'est merveilleux et qu'il faut balayer tout le reste. On l'a vu avec le coronavirus, finalement, la mondialisation a pris un petit coup dans l'aile et je trouve ça assez bien. Je dirais aussi que la démocratie, parce que nous vivons dans une démocratie, tout le monde a dû s'en apercevoir, c'est une idée qui, pour moi, est merveilleuse. Mais quand elle est jeune, surtout quand elle est jeune, parce que quand elle est jeune, la démocratie est là pour le bien commun, pour travailler ensemble, et quand elle est jeune, l'État d'une jeune démocratie, l'État est au service du citoyen. En vieillissant, la démocratie devient une oligarchie. Et avec cela, en quelque sorte, finalement, c'est le citoyen qui devient au service de l'État. On renverse la chose. Et avec l'oligarchie, je dirais qu'elle s'autodétruit, la démocratie, ce qui est dommage. Moi, je dis... Alors, pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce que je dis, finalement, l'État doit être au service du citoyen et pas le citoyen au service de l'État. Et pour en revenir un tout petit peu, en France, j'ai dit ça l'autre jour, tout à coup j'ai dit ça, on subit le syndrome de Koh-Lanta. Alors je vais m'expliquer. J'ai regardé cette émission au début, et puis en zappant, je l'ai vue de temps en temps. Et cette émission-là, au début, c'était tout un tas de gens qu'on mettait dans un endroit où ils mangeaient des chenilles, ils devaient faire du bois, et ils avaient des expériences physiques pour voir qui étaient les bons et les moins bons. Et il fallait voter pour mettre en avant le meilleur, donc éliminer les faibles, éliminer ceux qui ne résistaient pas ou qui n'étaient pas à la hauteur du jeu. Ça, c'était au début. Et puis le jeu a évolué, les gens ont appris, et puis on s'est aperçu, et je me suis aperçu que finalement les gens, ceux qui étaient moins bons, qui n'étaient peut-être pas aussi forts ou peut-être pas aussi ingénieux, se liguaient ensemble pour éliminer le meilleur et par conséquent avoir une chance de gagner. Je pense qu'aujourd'hui la France subit, le syndrome de Koh-Lanta, c'est que on élimine les bons pour mettre en place des gens qui, à mes yeux, ne sont pas à la hauteur. D'accord. Et les bons, ce sont les Bourbons. Très joli jeu de mots. Je le prends. Vous savez, je fais des efforts. Je fais des efforts. Mais vous ne me répondez pas à cette question.
Est-ce que les bons, c'est les Bourbons? Oui. Est-ce que c'est l'instant monarchique? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on pourrait avoir en France un roi? Voilà. Est-ce que un roi pour la France, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est une vue de l'esprit? Je pense que le royalisme est une idée moderne aujourd'hui. Il y a peu de temps encore, il y avait l'Europe des 12. Il y avait plus de monarchies que de républiques. L'Europe des 12 marchait et fonctionnait admirablement. Aujourd'hui, au Danemark, en Belgique, en Angleterre, je ne vais pas tous les citer, ça marche admirablement. Je pense donc finalement, oui, je suis royaliste. Hein. Maintenant, une monarchie en France. La politique partisane nous fait du mal. Quand un nouveau homme politique arrive avec une ambition de présidentielle, il va drainer, il va attirer autour de lui le maximum de gens pour adhérer à son programme et se faire élire. C'est comme ça que ça marche. Malheureusement, l'élection ne dure qu'un temps. Et très vite, l'obstination de ces élus qui sont en place sera de conserver cette place, qui finalement est confortable. Et c'est à ce moment-là que le jeu de la politique partisane prend place. C'est-à-dire que pour se faire réélire par ceux qui vous ont élu, eh bien, il faut leur faire plaisir. Et faire plaisir à un pourcentage de la population française ne fait pas plaisir finalement à tout le monde. Et je pense qu'un monarque, lui, est détaché de cela. D'abord, il n'a pas de date limite dans le temps, donc il peut faire des réformes sur le long terme. Il n'est pas obligé d'avoir des réponses et des résultats sur le court terme. Je pense sincèrement, au fond de moi, qu'une bonne réforme en 5 ans pour avoir un résultat aux élections, c'est impossible. Pour moi, une réforme, c'est comme planter un arbre. Alors, c'est mon côté un peu paysan qui ressort, le bon sens paysan, auquel je suis très attaché. Pour planter un arbre, il faut commencer par faire un trou, planter une graine ou planter dans un pot une jeune pousse. Il va falloir l'entretenir, il va falloir l'arroser, il va falloir la protéger des parasites, et puis elle va grandir. Mais elle ne va pas donner des fruits tout de suite, il va falloir attendre 5, 6, 7 ans avant que les premiers fruits arrivent. Mais les premiers fruits, il n'y en aura que quelques-uns. Il va falloir attendre une vingtaine d'années avant qu'un pommier, avant qu'un noyer, avant qu'un bel arbre fruitier commence à réellement vous donner une récolte intéressante. Ça veut dire que les Bourbons attendent depuis 1830, donc là ça a le temps de pousser, non ? Mais nous n'avons pas eu le loisir de faire des réformes depuis 1830. Donc j'ai peu d'exemples à vous donner à ce sujet. Un roi pour la France, vous me dites que c'est possible. Je vous repose la question, est-ce que c'est possible maintenant? Est-ce que vous considérez que maintenant c'est plus possible que ça ne l'a jamais été? Ou c'est pas mieux et on continue à regarder l'arbre pousser en espérant qu'un jour... Alors, soyons optimistes, pourquoi pas? Oui, je pense qu'aujourd'hui, notre belle France que nous aimons, que j'aime, est en totale autodestruction. Alors on peut aller un petit peu plus dans les détails. On pourrait se dire que nous sommes à la 5e République, certains réclament la 6e République. On peut toujours tout réclamer. Je pense qu'on pourra en faire 12. Ça ne changera pas grand-chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur l'histoire et de voir comment les 4 premières républiques, finalement, ont disparu. Et en faisant un raccourci, j'aime bien résumer les choses, elles ont toutes disparu pour 2 raisons. La faillite ou la guerre. Monsieur Macron nous a dit que nous étions en guerre. La dette de la France n'a jamais été aussi importante, donc je pense que nous avons les deux. Je crains pour notre avenir. Monseigneur, vous dites que l'instant de la monarchie peut exister, j'en prends acte. Ensuite, l'autre question, c'est un roi pour la France, c'est possible, mais alors quel roi? Et là, vous-même, alors, je regarde sur les Internet, je vois bien, vous descendez de Louis XIV, de Charles X, du roi d'Espagne, et je dois en oublier, je crois, du tsar Nicolas II aussi. Enfin, je fais comme ça, mais c'est beaucoup plus sérieux que cela, et plus élégant. Est-ce que, néanmoins, il y a plus de prétendants qui viennent de royalistes en France?
votre cousin Jean, comte de Paris, votre cousin Louis, prince de Bourbon, les Bourbons par eux-mêmes, et d'autres sûrement. Alors, merci pour votre question. On peut même aller beaucoup plus large. Je dirais que si vous êtes français, vous pouvez être prétendant. J'ai envie de dire aussi qu'il y en a qui sont mieux placés sur la ligne de départ que certains autres. Vous venez de les citer. Il ne faut pas oublier non plus, petit clin d'œil, je crois que Henri IV, quand il est né, il était 34e sur la liste des prétendants à cette époque-là. La liste des prétendants, elle change chaque année au gré des naissances et au gré des morts. Évidemment, parce que les places d'échiquier bougent, les places changent, etc., etc. Mais il y a deux noms qui reviennent quand même, c'est le prince Jean, comte de Paris. Bien sûr. Et le prince Louis, alors, pour moi, il y a qui est souvent à vos côtés, vous êtes souvent à côté des siens. Oui, et de mon cousin Jean Jean aussi, mon arrière-grand-mère était Marie d'Orléans, la sœur du duc de Guise. Donc c'est ce privilège fabuleux de cousiner d'une façon proche avec mes cousins, parce qu'on a des cousins lointains, des cousins plus ou moins proches, mais je suis très confortable avec ça, et tout le monde s'entend très bien. Mais pour moi, il y a quelque chose d'important, c'est le sacre. Pour moi, le sacre est quelque chose d'important. Alors, certains vont penser que c'est futile aujourd'hui, ou toutes ces choses-là, on le voit moins. Anachronique. Pardon ? Anachronique. Oui, mais les symboles sont importants. Les symboles sont importants, et je pense que quand quelqu'un va devenir le roi, je crois, quand il rentre dans la basilique à Reims, c'était à Chartres aussi, une fois, à Reims principalement, je pense que quand il en ressort, ce n'est plus le même, première chose. Et puis, je pense aussi que le sacre est important parce que le roi est, à partir de ce moment-là, redevable devant Dieu. Et je pense qu'il faut être redevable devant une entité supérieure. Alors, on vit tout ça dans l'entreprise, on est tous redevables de son chef, de son patron, de son directeur, de son administrateur, et c'est bien. Mais être un chef d'État et d'être redevable de rien, ça donne des libertés qui, de temps en temps, conduisent à des résultats qui sont pas tout à fait à la hauteur de la charge. Dernière question, si aujourd'hui il y avait un prétendant à présenter aux Français, ça serait qui ? Retour à la même question. Alors, merci, encore une fois. Je me donne un mal de chien pour essayer de ne pas vous donner de réponse. Alors, j'ai envie de dire que, encore une fois, je vais de nouveau faire le poisson. Ça va s'arrêter. Faire le poisson. Un va sortir du chapeau. On ne peut pas rester et attendre que les Français désignent leur roi. Il faut monter sur le cheval, il faut mettre son panache blanc, sortir son épée et montrer l'exemple. Surtout, montrer l'exemple. Et peut-être que les Français le suivront. Merci, Prince Charles-Emmanuel de Bourbon, Prince de Parme. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir accueilli aujourd'hui.